Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et on continue avec l'ordre alphabétique. Et après le D de Décathlon, c'est le E de EF Education Easy Post. L'équipe qui repart pour une année 2024. Équipe qui n'est pas toute jeune parce que... Alors, elle a changé beaucoup de fois de nom. C'est une équipe qui a commencé en 2004, l'équipe de Jonathan Wouters. Ensuite, c'est devenu l'équipe Slipstream. Donc, elle était en pro team depuis 2007. Alors, à l'époque, ça s'appelait Continental Pro. Ensuite, elle est passée en World Tour et s'est appelée Garmin, Garmin Sharp, Cannondale Garmin, quand les deux équipes avaient fusionné pour n'en faire plus qu'une seule. Cannondale, ensuite, et puis le team EF depuis 2018. Alors au départ, EF Education First Drapac Cannondale. Et puis après, c'est devenu EF Education Nippo, puis EF Education Easy Post, contrat jusqu'en 2027 avec ce sponsor. Le budget de cette formation EF, eh bien, c'est pas le plus gros budget du World Tour, loin de là. Selon Pro Cycling UK, il est estimé entre 18 et 22 millions d'euros. Donc on est plutôt dans la moyenne basse du classement, vu qu'elle se situe 15e, c'est-à-dire que c'est au niveau d'Astana. C'est juste au-dessus d'une équipe comme Arkea ou Cofidis, donc c'est vraiment pas un gros budget. Et pourtant, en cette année 2023, les résultats ont été très intéressants. 11e du classement UCI avec 7908 points, donc au niveau des 8000 points, donc c'est vraiment bien. J'avais dit qu'il fallait marquer 8000. À 8000, tu étais quand même assuré de rester. 8000 par an, tu étais assuré de rester. Donc là, ils sont quasiment 8000 sur l'année 2023. Et puis surtout, il y a une énorme différence par rapport à l'année précédente. C'est vrai que 2022, ils s'en sortent vraiment in extremis pour se qualifier en World Tour. Ça joue à pas grand-chose et ils marquent très peu de points sur l'année. Ça n'avait vraiment pas été bon. Il y a eu un gros recrutement pendant l'intersaison 2022-2023. Et malgré le fait que ce recrutement n'ait pas été vraiment une réussite, parce que Carapaz n'a pas eu de grands résultats, et bien malgré tout ça a fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Nelson Poles et surtout parce qu'il y a eu Benelli. La réussite de ces deux coureurs a fait beaucoup de bien à cette équipe. On peut parler également du petit Cepeda sur le Tour de l'Ain, mais qui a été performant également sur le Tour d'Italie. Kort Nielsen, toujours là. Et puis l'énorme début de saison de Nelson Poles. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, ça marque des points et surtout énormément de victoires. 26 victoires sur l'année. Et on peut parler parmi les bons résultats de Simon Kerr, de Benelli sur le Amstel, de Hugh Carty sur le Tour de Guernsey également. Ça a marqué des points. La seule déception, je dirais, c'est le classement général des trois grands tours où ils ont été quand même bien absents. Que ce soit le Tour de France, le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, le classement général, c'était pas ça. Ils n'avaient pas Carapaz, mais Hugh Carty aussi n'a pas été vraiment en réussite de ce côté-là. Et puis qu'il y a des coureurs qui sont passés à côté. Alors des coureurs qui ont quitté l'équipe, mais il y a quand même des coureurs qu'on n'a pas vus de l'année. Je pense à Padoun. Je pense à Amador, par exemple. Je pense à Chavez, trop discret. On pourrait passer à Stéphane de Bod. On pourrait penser également à Jans Kekelereux pour sa dernière année dans l'équipe. Andrea Piccolo également. Ces coureurs-là ont eu un petit peu de mal. Uran aussi, ça n'a pas été exceptionnel au niveau de sa saison. Donc voilà, il y a eu du très bon, notamment sur les courses d'un jour. C'est une équipe qui a eu des très bons résultats. Sur les victoires d'étape aussi, parce qu'ils en gagnent quand même deux sur le Tour d'Italie. Donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que sur les grands tours, ça n'a pas été fantastique. Et voilà, c'est un petit peu dommageable pour l'équipe de Jonathan Wouters. Mais on espère que dans ce domaine-là, ça aille mieux en 2024 avec peut-être un Carapaz de retour, un Hugh Carty, on ne sait jamais, et puis peut-être des surprises également avec un Nelson Poles qui deviendrait très bon sur les courses par étapes. Mais c'est une équipe qui a vraiment entre 2022 et 2023, c'est je pense la plus belle évolution en termes de résultats sur l'année, puisqu'en 2023, ils avaient
Alors en 2022, pardon. Je vais peut-être trouver là. En 2022, ils avaient marqué 5973 points. Donc ils étaient seulement 18e au classement UCI et seulement 9 victoires. Voilà, et la différence de points UCI en 2023 est assez exceptionnelle. Et puis oui, on a eu des belles évolutions avec Ben Ali, qui est un mec qu'ils ont pris en main, avec également Nelson Poles, qu'ils ont depuis longtemps dans cette formation. Donc on peut être très content de ce côté-là. Ce qui leur manque, c'est un sprinter. Ils n'ont pas de véritable sprinter. Et ça, je pense que c'est quand même un problème. Surtout que c'est une formation qu'a eu notamment Tyler Farrar, qui a eu ensuite... alors je sais plus s'il y avait Sagan quand ça s'appelait Cannondale, mais ils ont eu Tyler Farrar, par exemple, comme sprinter. Et est-ce qu'ils n'ont pas eu Robert Hunter aussi? Je ne sais plus. Mais voilà, ils ont eu des bons sprinters dans cette formation. Et c'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'ils n'ont plus de sprinters. Et là, c'est un peu le creux de ce côté-là. Donc ça serait bien de retrouver du monde du côté du sprint. Surtout que l'année prochaine, je crois que dans les recrutements, il n'y a pas non plus de sprinter. Donc c'est vrai qu'ils se retrouvent à perdre Kurt Nielsen et à pas réussir à récupérer un autre coureur. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable de ce côté-là, du côté de F Education EasyPost. On passe tout de suite aux victoires. Donc comme je disais, 26 victoires sur l'année. Ça a commencé dès le premier jour de course en voit le tour de la saison avec le prologue du Down Under remporté par Bettiol. On avait ensuite Marijn van den Berg qui a remporté l'une des courses des trophées de Palma de Majorque avec le Trofeo Cés Salines Alcudia. Ça continuait avec Nelson Poles qui a remporté coup sur coup le Grand Prix cycliste La Marseillaise et l'Étoile de Bessèges. Esteban Chavez lui remportait le championnat de Colombie. Le championnat d'Afrique du Sud du chrono était remporté par Stéphane Debode. Du côté de l'Équateur, Caicedo remportait le contre-la-montre, Carapaz remportait la course sur route en ligne. Magnus Cort Nielsen qui a remporté l'étape 2, l'étape 3 du Tour de l'Algarve. L'étape 2 était de la semaine internationale Coppi et Bartali était remportée par Sean Quinn. L'étape 3 par Ben Eli qui a remporté ensuite le Grand Prix Industria et Artigianato. Simon Kerr a remporté la 5e étape du Tour des Alpes, le Tour d'Italie avec la 8e étape pour Ben Eli, la 10e étape pour Magnus Cort Nielsen. Richard Carapaz remportait quant à lui la Mercantour classique. Vandenberg remportait la première étape de la route d'Occitanie. Simon Kerr, quant à lui, remportait l'étape numéro 4 de cette même course. Le championnat d'Irlande sur route pour Ben Eli avec la course en ligne. Le Tour de l'Ain, l'étape numéro 2 avec Jefferson Cepeda. Marie Vandenberg remportait la 5e étape du Tour de Pologne, la 3e étape du Tour du Luxembourg, encore une fois Ben Eli. Le Tour de Longaví, l'étape numéro 5, c'était pour Simon Kerr, et Stéphane Bissegger devenait champion de Suisse du contre-la-montre en toute fin de saison. Les championnats de Suisse qui avaient été décalés en toute fin de saison à cause de la mort de Gianni Meder notamment, ce qui a décalé ces championnats de Suisse du contre-la-montre en toute fin de saison. On regarde tout de suite les victoires par saison, pour vous dire que c'est largement mieux que les années précédentes. En 2022, donc il n'y avait que 9 victoires. 2021 et 2020, c'était 16, 17 victoires donc en 2020. 2019, c'était 17 victoires. Pour remonter à 26 victoires sur une saison ou plus, il faut revenir à 2011 avec 29 victoires. Donc à l'époque où ça s'appelait Garmin, ou à l'époque où il y avait du Tyler Farrar, vous avez un sprinter. Donc réussir à gagner 26 fois sans sprinter, c'est assez intéressant. Du côté des transferts, du mercato, pas mal de départs chez EF. La plupart sont des coureurs qui n'ont pas vraiment performé et pas mal de coureurs n'ont pas trouvé de point de chute ou ont trouvé des points de chute assez surprenants. Alors, il y a un départ à la retraite, c'est Jans Kekelereux. Magnus Cort Nielsen rejoint Uno X. Bon, là, c'est pas très surprenant, c'est un beau recrutement pour Uno X. Julius Vandenberg rejoint la DSM. Alors, par contre, Camargo et Caicedo qui rejoignent une équipe continentale qui s'appelle Forte Petrolike Androni Giocattoli. Voilà, des équipes qui ont fusionné ensemble. Tom Scully
pas de point de chute. Marc Padoun a rejoint la Coratec. Odd Christian Eking, Merawi Kudus également n'ont pas de point de chute. Et Lukas Wisniewski, il y avait pas mal de coureurs qui n'ont pas trouvé de point de chute au 4 janvier 2024. Du côté des arrivées, eh bien, nous avons Rui Costa en provenance d'Intermarché pour le championnat du monde 2013. Nous avons Michael Valgren qui passe de la réserve à l'équipe 1. Il faut savoir que Michael Valgren avait une énorme chute, ce qui fait qu'en 2023, il était dans l'équipe réserve pour se remettre, on va dire, à niveau. Ça s'est plutôt bien passé. Harry Sweeney qui vient de la Lotto Destiny. Et puis ensuite, pas mal de très jeunes coureurs, notamment Archie Ryan de l'équipe de développement Jumbo. Nous avons Darren Rafferty de Hagan Berman Axeon, Jack Rockin-Gray de Saint-Pyrian, Lucas Nerekar de Trinity Racing, Jardy Christian van der Lee, un néerlandais qui était chez Vilbrod, Vorhuit, Yui Todone qui était dans l'équipe également de développement de EF, et puis Markel Bellocchi, le fils de Joseba, qui était dans une équipe amateur, je crois en Espagne. Oui, c'était un club MMR Cycling Academy et qui a été champion d'Espagne junior du contre-la-montre et deuxième de la course sur route, et également septième des championnats d'Europe du contre-la-montre junior par exemple. Et il a gagné pas mal de courses en Espagne pendant cette année. Markel Bellocchi qui a seulement 18 ans. On regarde donc l'équipe. On retrouve donc 30 coureurs dans cette formation et puis un rajeunissement quand même dans cette équipe avec plusieurs coureurs qui ont moins de 25 ans. Ils sont au nombre de 11. Ça commence avec Marine Vandenberg, Sean Quinn, Ben Eli, Andrea Piccolo, Jardy Christian van der Lee, lui il va être dur à marquer. Georg Steinhauser, Archie Ryan, Yui Todone, Jack Rockin-Gray, Darren Rafferty, Lucas Nerekar même, je pense qu'on en prononçait, qui a seulement 20 ans, et puis Markel Bellocchi, donc 18 ans et 161 jours. Parmi les coureurs qui ont plus de 30 ans, ils sont au nombre de 8, 3 même ont plus de 35 ans, c'est Touran, Rui Costa, Amador, et on retrouve également Esteban Chavez, Michael Valgren, Owen Doul, Richard Carapaz, Alberto Bettiol, et je vous reprécise également que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet effectif dans la description de la vidéo avec l'âge de chacun des coureurs. C'est un effectif plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à performer autant en 2024? Ça, c'est la grande question, parce que c'est vrai qu'un Paulès, est-ce qu'il va réussir à faire aussi bien? Ben Eli, moi je pense qu'il est capable de faire aussi bien en 2024. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a des coureurs qui sont en progression. Je pense à Cepeda, je pense également même à un Sean Quinn par exemple. Bissegger, il n'a pas fait une grande année 2023. Est-ce qu'il va réussir à relever la tête un petit peu en 2024? Carapaz, là aussi grande question, est-ce qu'il va relever la tête après une année 2023 où il a enchaîné les pépins physiques, notamment sur le Tour de France? Et puis, un coureur comme Piccolo qui s'est raté. Et puis, il y a les petits jeunes, là, les Darren Rafferty et Markel Bellocchi, qui sont extrêmement jeunes, mais qui ont déjà pas mal de talent. Donc, je trouve que l'effectif est assez intéressant du côté de F. Il y a quelques coureurs que je vais vraiment suivre. Alors, je ne vais pas vous dire que tout l'effectif est réussi. C'est vrai qu'il y a des coureurs comme Stéphane de Bod, Jonas Rutsch, James Shaw. C'est pas des coureurs vraiment qui m'intéressent. Par contre, je trouve qu'il y a des coureurs... très sympathique dans cet effectif. On va éviter de faire des rototos en plein milieu de la vidéo. On commence avec les coureurs à suivre et on démarre avec Ben Eli. Ben Eli, le jeune coureur irlandais, 23 ans, qui a été la révélation pour moi de l'année 2024. Avec cette victoire sur le Giro en costaud, deuxième de l'Amstel Gold Race derrière un certain Tadej Pogačar. Deuxième également de la flèche Brabanson derrière un certain Dorian Godon, vainqueur d'une étape du Tour de Luxembourg où il a fini à troisième du classement général. Et encore, heureusement qu'il y a eu le chrono pour ses adversaires, où il a été un petit peu plus en difficulté. C'est un coureur qui est très bon, c'est vraiment un puncher. C'est un coureur très endurant aussi.
Et puis, bon, sur le chrono, il y a encore des progrès à faire. Mais je pense qu'il y a déjà une bonne base de travail. Donc c'est un coureur qui peut être très intéressant. Voilà, c'est un coureur qui a énormément de qualité. C'est un coureur aussi, Benelli, qui a vraiment un tempérament d'attaquant. Et ça, j'aime ça chez ce coureur. Et puis, bon, voilà, quand tu vois le contrat jusqu'en 2026, tu te dis que bon, on croit en lui hein, quand même chez EF. Pour moi, c'est vraiment l'un des coureurs les plus importants. Alors, particularité, je ne savais pas, chez Benelli, c'est qu'à une époque, il a couru pour la Grande-Bretagne. Jusqu'en 2016, il était britannique et il est passé irlandais après. Donc bah, quasiment avant qu'il commence, avant qu'on ait les premiers résultats chez Pro Cycling Stats, c'est quand même un coureur qui avait fait 10e de la Philippe Gilbert Junior, par exemple. C'est un coureur voilà, qui a déjà eu des bons résultats, mais c'est vrai que là, il a quand même été très 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 costaud, je trouve. Et puis, ouais, il a montré des très bonnes choses. Et encore une fois, sur un profil attaquant, je pense aussi que quand tu regardes ses résultats chez les jeunes, il avait quelques bons résultats également en montagne. Benelli, donc c'est peut-être ça qu'on veut voir en 2024, c'est de voir ce que ça donne en montagne. Benelli, vraiment en montagne un peu plus élevée, sur pourquoi pas des victoires d'étape. On poursuit avec Nelson Poles, 27 ans. Nelson Poles, c'est un coureur qui avait fait déjà des saisons intéressantes, hein, vainqueur de la Classica San Sébastien en 2021. Mais c'est vrai que le début de saison 2023 qu'il a fait, quand même, Nelson Poles, c'était très très solide jusqu'à au Tour des Flandres, même où il fait cinquième en prenant l'échappée. C'est l'un des meilleurs de l'échappée, même hein, à l'arrivée sur le Tour des Flandres. Bon, après, sur l'Amstel et les classiques ardennais, ça a été compliqué. C'est vrai que je m'attendais plus à avoir Nelson Poles que Benelli sur ces courses-là. Sur les grands tours, ça n'a pas été forcément évident. Il a pris beaucoup d'échappées sur le Tour de France, mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis, on sentait que sur la fin de saison, il était un petit peu sur les rotules. Ouais, pourtant, il a fait que 60 jours de course, mais il était un petit peu fatigué. J'ai l'impression en fin de saison. C'est quand même une saison réussie quand on voit ce qu'il avait fait auparavant, Nelson Poles, c'est sa meilleure saison dans sa carrière. Coureur qui est en constante évolution aussi, hein, Nelson Poles, à 27 ans. C'est un coureur qui est arrivé très jeune chez les professionnels en World Tour. Notamment chez Lotto Enel, il était professionnel en World Tour dès 2018. Donc à l'époque, il avait 2018-96, il avait seulement 22 ans. Parce qu'il est arrivé professionnel jeune aussi à 20 ans chez Axeon Hagens Bernal, la fameuse équipe d'Axel Merckx. Et puis après, derrière, bah, des excellents résultats chez EasyPost depuis, chez EF Education EasyPost. Et il améliore, il progresse d'année en année. Sur les grands tours, c'est pas encore tip top. Peut-être là aussi, comme Cosnefroid, des problèmes de récupération. Mais je trouve que sur les courses d'un jour, c'est vraiment un coureur qui est très bon. Et il a déjà un beau petit palmarès quand même hein, sur les courses d'un jour. Hein. Classica San Sébastien, Japan Cup, bon, le Grand Prix de la Marseillaise, c'est quand même intéressant. Voilà, 4 victoires hein, à son palmarès. Et puis, quatrième du Tour de Suisse en 2022 aussi. Alors, certes, c'est un Tour de Suisse où il y a eu pas mal de Covid, mais quand même. Richard Carapace, le champion olympique de la course en ligne, c'était du côté de Tokyo. L'année n'a pas été évidente hein, pour Richard, donc moi j'attends un retour hein, de Richard Carapaz. C'est vrai qu'il a eu énormément de pépins physiques pendant toute l'année. Il a repris extrêmement tard en Europe. Il a eu du mal en Catalogne et autour du Pays Basque. Ensuite, il a donc décidé de faire une énorme pause. Il a repris seulement la Mercantour Classique au mois de mai. Le Dauphiné n'était pas exceptionnel. Le Tour de France, il abandonne dès le premier jour, enfin dès le deuxième jour. Il finit que la première étape. La fin de saison est pas mal sur les semi-classiques italiennes. Et puis même son Tour du Luxembourg, il est pas mal à l'attaque. Mais c'est vrai que la saison a été émaillée de problèmes. Donc déjà, on espère qu'il va rester sur ses roues, l'équatorien. Et puis après, j'espère vous des résultats. Parce que il est parti chez EF, c'était pour aller chercher des grands résultats sur les grands tours. Il est capable de le faire. Donc j'espère qu'on le verra beaucoup plus à l'avant de la course en 2024. Andrea Piccolo, année très discrète pour le jeune puncher italien. C'est comparé à l'année 2022.
Je rappelle l'année 2022 de Piccolo, elle est quand même compliquée parce qu'il commence chez Gazprom. Ensuite, il rejoint Gazprom. Gazprom, ça reste avec le conflit en Russie. Derrière, il rejoint Androni Giocattoli. Sauf que Androni Giocattoli, l'équipe a plus beaucoup d'argent et on sent que ça va commencer à être compliqué pour rester en Pro Team. Il rejoint donc EF, 3 équipes dans la même année. Je crois qu'il y en a peu qui ont réussi à cette performance-là. Et pourtant, il a eu des meilleurs résultats en 2022 qu'en 2023, assez largement. Je trouve qu'en 2023, c'était vraiment pas foufou. Et ça me déçoit parce que c'est un mec que j'avais bien repéré. J'avais bien aimé ce qu'il avait fait. Sur la Volta, il attendait de prendre 3 échappées. Bon, à chaque fois, il termine loin. Ouais, il y a à chaque fois, c'est des chronos par équipe. Non, son meilleur résultat, c'est la 5e place sur l'étape 1 de l'étoile de Bessèges, mais ça a été une année très compliquée pour Piccolo. Seulement 61 points UCI marqués sur l'année. Et encore une fois, il y a les chronos par équipe qui ont permis de marquer des points. Donc c'est vraiment pas top. Voilà. Pour le coureur italien. Donc j'espère que l'année prochaine, on le revoit à son meilleur niveau. Surtout que ça sera sa dernière année de contrat chez EF. Rui Costa. Il repart pour un contrat d'1 an. Il avait eu un contrat d'1 an avec Intermarché, là, un contrat d'1 an avec EF. L'année, elle est surprenante de Rui Costa parce qu'il a très bien démarré la saison et il a très bien fini la saison. Entre les deux, on va pas se mentir, il y a eu un gros ventre mou de la part de Rui Costa. Mais pour les coureurs d'Intermarché, c'est l'un de ceux qui ont fait la meilleure saison. Et c'est presque sa meilleure saison en carrière depuis très longtemps. Il fallait remonter, je pense, à l'époque de la Lamprey. Donc avant que ça s'appelle UAE, donc c'est à date, à l'époque ça s'appelait Lamprey, il y a quand même une victoire d'étape sur la Vuelta, la victoire sur la Japan Cup Cycle Road Race, 5e de Grand Piemonte, 13e de Lombardie, c'est pas déconnant, 16e de Trois Vallées Varesine, 6e de la Classica San Sébastien. Bon, sur le Tour de France, il n'a pas réussi à accrocher la gagne. Il y a également la 2e place sur la Drôme Classique, 4e d'Estradé aussi, et puis une victoire sur le Tour de la Communauté de Valence, le trophée au Caldia, 10e également du Tour de l'Algarve. Donc des résultats tout à fait satisfaisants sur cette année 2023, mais encore une fois il y a eu ce ventre nou au milieu de saison, que ça soit sur le Classique Ardennaise, le Tour du Pays Basque. Mais il avait tellement bien démarré l'année. Et il a très bien fini l'année aussi. Donc une année où il fait 1, 2, 3, 4 victoires dans l'année. 5 même, si on compte le classement général du Tour de la Communauté de Valence. C'est pas arrivé souvent ces derniers temps pour Rui Costa. Donc après 5 ans en tant qu'équipier chez UAE, ce changement d'air lui a fait énormément de bien. Donc chez UAE, je me dis pourquoi pas. Pour Rui Costa, ça peut être très intéressant. Et puis je termine avec un petit jeune, Darren Rafferty, l'Irlandais, pardon. Pourquoi j'ai mis Darren Rafferty? Parce que déjà, quand tu passes chez Hagen Berman Axeon, c'est que tu n'es déjà pas un peintre. Et puis ensuite, quand tu regardes ses résultats, c'est quand même pas mal chez les jeunes. Vainqueur du Tour de la Vallée d'Aoste, quand même un petit peu de référence chez les jeunes. Il a fini 2e du Giro Next Gen. Donc c'est pas le Baby Giro, je sais plus si c'est le Baby Giro Next Gen. Mais dernière Johannes Stone-Mittet. Devant par exemple Alexis Forprost, le jeune français, et Hannes Wilksch, l'allemand. Donc c'est plutôt pas mal en termes de résultats. Si c'est bien le Baby Giro, c'est toujours un nom parce que le Baby Giro a eu 150 noms différents, donc c'est toujours compliqué. Et puis 7e du Trofeo Alcide De Gasperi, 5e de Liège-Bastogne-Liège Espoir, 5e du Giro del Belvedere. Donc c'est plutôt pas mal l'année de ce coureur. Donc je me dis, on espère qu'il va bien s'en sortir chez les professionnels, mais ça peut vraiment être un coureur qui peut avoir des bons résultats. Voilà, je me fais pas trop d'inquiétude. En plus, quand tu vois
Benelli, tu te dis que c'est une équipe qui sait bien faire avec les jeunes coureurs. Le maillot 2024 de EF, ils l'ont annoncé aujourd'hui. J'ai eu de la chance, ils l'ont annoncé. C'est l'un des derniers à l'avoir annoncé du côté des équipes professionnelles. Eh bien, je trouve qu'il est plus réussi que le 2023. Je trouve très réussi ce maillot. Alors, déjà parce que le rose, il y en a très peu, donc ça les permet de se faire repérer très facilement. Et je trouve que le 2023 était un peu raté, je trouve, parce qu'il y avait ces carrés avec cette manche rose palotte. Je trouve que c'était pas le meilleur maillot de la part de F. Et là, je trouve qu'il est très réussi. Celui-là, avec les touches de jaune, le jaune qu'on avait vu déjà lors du Giro, eh bien, ils l'ont réutilisé, ils l'ont bien mis avec le rose. Et je trouve que ça fait la combinaison de couleurs entre ces deux couleurs, et je trouve vraiment très intéressante et pas mal. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!